Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le droit avec Lou. Donc j'aimerais vous parler de deux affaires criminelles françaises très connues, mais pour des raisons qui sont totalement opposées. D'un côté, on a une affaire qui soulève encore aujourd'hui une question essentielle, a-t-on condamné la bonne personne ? Et de l'autre, on a une affaire où la culpabilité ne fait aucun doute, mais dans laquelle on se demande comment un tel mensonge a pu durer aussi longtemps. Donc, ce sont ces deux affaires que vous voyez sur l'écran, Omar Haddad et Jean-Claude Roman. Deux histoires, deux destins et surtout deux grands débats juridiques. Commençons par l'affaire Omar Haddad avec un petit rappel des faits. Le 23 juin 1991, à Mougins dans les Alpes-Maritimes, on découvre le corps de Ghislaine Marchal, une veuve fortunée, dans la cave de sa villa. La scène est extrêmement violente, elle a été battue, égorgée, puis enfermée dans cette cave. Mais ce qui va marquer durablement cette affaire, ce sont les mots retrouvés écrits sur la porte de la cave. Avec son propre sang, Omar m'a tué. À partir de ce moment-là, toute l'enquête va presque tourner autour de cette phrase. En effet, Omar Haddad va paraître comme le suspect idéal. Omar Haddad est le jardinier de la victime, il est d'origine marocaine, il parle mal français, vit modestement, n'a pas d'antécédents judiciaires et très rapidement, il va pourtant devenir le suspect principal. Et pour beaucoup, il incarne ce que certains appelleront plus tard le coupable idéal. On est quand même face ici à une enquête fragile. Ce qui interpelle juridiquement, c'est l'absence de preuves matérielles directes. Il n'y a pas d'arme du crime retrouvée, pas de sang sur Omar Haddad, pas de témoins et surtout aucun mobile clairement établi. Pourtant, l'accusation va essentiellement reposer sur l'inscription murale et sur l'intime conviction des juges. L'inscription « Omar m'a tué » pose énormément de questions. D'abord, la faute grammaticale, m'a tué ER au lieu de E. Ghislaine Marchal était une femme instruite. Donc ça pose des questions, comment elle a pu faire une faute pareille. Après, le contexte fait qu'elle est gravement blessée, elle est enfermée dans une cave sombre, elle aurait trouvé la force et le temps d'écrire cette phrase et aurait pu faire une faute. Certains diront qu'elle a volontairement fait cette faute et d'autres pensent qu'il s'agit d'une mise en scène. Mais juridiquement, une chose est sûre, le doute est massif et en droit pénal, quand il y a un doute, ça doit profiter à l'accusé, parce que l'enjeu derrière est beaucoup trop grand. En ce qui concerne l'ADN et la révision dans cette affaire, des années plus tard, des expertises ADN vont révéler des traces génétiques inconnues qui ne correspondent pas à Omar Haddad. Pour autant, la justice estime que ces éléments ne suffisent pas à justifier une révision du procès. Et c'est là que le débat devient fondamental. La justice cherche-t-elle avant tout la vérité ou bien la stabilité des décisions rendues ? En 1996, le président Jacques Chirac accorde une grâce partielle à Omar Haddad. Mais attention, juridiquement, c'est très important, la grâce ne signifie absolument pas l'innocence. Omar Haddad est libéré, mais sa condamnation reste inscrite. En somme, il est libre, mais toujours juridiquement coupable. Aujourd'hui encore, l'affaire Omar Haddad divise. Certains sont convaincus de sa culpabilité, d'autres y voient une erreur judiciaire majeure. En tout cas, une chose est sûre, le doute, lui, n'a jamais disparu. Passons maintenant à la seconde affaire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de Jean-Claude Roman. Jean-Claude Roman, son affaire, elle est totalement différente. Ici, il n'y a aucun doute sur les faits. Jean-Claude Roman a menti pendant 18 ans, ce qui est une durée très très longue pour un mensonge. Il prétendait être médecin à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Chaque matin,
Il partait soi-disant travailler, alors qu'en réalité il passait ses journées dans des parkings, dans des forêts ou dans sa voiture. Le mensonge était très travaillé. Lorsque son mensonge menace d'être découvert, Jean-Claude Roman panique et bascule. Il tue sa femme, ses 2 enfants, ses parents, il tente également de tuer sa maîtresse et de se suicider. Ce n'est pas une pulsion, ce sont des crimes réfléchis, organisés, qui ont été commis justement pour éviter la vérité. Lors du procès, la question centrale est celle de la responsabilité pénale. Jean-Claude Roman souffre de troubles de la personnalité, mais les experts sont clairs. Son discernement n'était ni aboli, ni altéré, du moins pas au point d'exclure sa responsabilité. Il savait ce qu'il faisait, il a préparé ses actes, il a tenté de dissimuler les preuves, et en droit pénal, il est pleinement responsable. Jean-Claude Roman est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Contrairement à Omar Radad, ici la justice ne doute aucunement. La question n'est donc pas a-t-il commis les faits, mais plutôt comment un homme a-t-il pu vivre aussi longtemps dans le mensonge. On voit donc que ces 2 affaires montrent 2 visages très différents de la justice pénale. Avec Omar Radad, on s'interroge plutôt sur le doute, sur l'erreur judiciaire, sur la présomption d'innocence, tandis qu'avec Jean-Claude Roman, on s'interroge plutôt sur le mal, sur la responsabilité, sur les limites de la compréhension humaine face à un tel mensonge, et surtout aller aussi loin en tuant ses proches pour un mensonge. Dans les 2 cas, la justice tranche. Parfois, même une décision définitive ne suffit pas à faire taire les questions. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, erreur judiciaire ou bien culpabilité établie. Évidemment, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à bientôt.